Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, attaque dimanche d'une église évangélique à Silgagui, à 60 km de Djibo. Un pasteur et 4 fidèles ont été tués. Conflit communautaire en Afrique de l'Ouest, les Dozo du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée prient pour la paix et la cohésion sociale. Bénin, législative 2019, les premières tendances attendues demain 30 avril. Enfin, notre invité est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Bonané. Il sera question avec lui du retrait des parcelles qui ne sont pas encore mises en valeur dans les zones Zaka et Ouaga 2000. Interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Des individus armés non identifiés ont attaqué dimanche une église évangélique à Silgagui, commune de Kelbo à 60 km au sud de Djibo, tuant 4 fidèles et le pasteur principal. Au moins 2 autres personnes sont portées disparues, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. À Gorgadji, dans le Sahel, le commissariat de police et la mairie ont été attaqués par des hommes armés ce matin. C'est dans ce contexte l'attaque qu'intervient une bonne nouvelle. En effet, enlevé le 2 février 2019 sur l'axe Kongoussi-Djibo, le directeur des études de planification de la Croix-Rouge Burkina et son chauffeurs ont été libérés ce matin par leurs ravisseurs selon des sources sécuritaires et locales. Dans ces zones en proie aux attaques, il y a aussi les conflits communautaires et les Dozo ouest-africains ont pris l'initiative de prier vendredi dernier pour la paix et la cohésion sociale. Ils ont tenu à Bobo-Dioulasso une journée de sacrifice. Le compte-rendu est signé Antoine Boni. Face aux conflits communautaires dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les Dozo du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée s'interrogent sur le devenir de l'Afrique de l'Ouest. Pour le président de l'Union nationale des Dozo du Burkina, il était temps pour les Dozo de l'Ouest de mûrir la réflexion. Une journée de sacrifice pour prier pour la paix et la cohésion sociale s'imposait donc. Ali Konaté. Nous avons prié à notre manière pour demander à nos ancêtres, à la mère terre, de nous préserver de tout ce qui est en train de nous arriver ces derniers temps. Parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître. Nous ne comprenons pas qu'entre frères africains, nous prenons des armes pour s'entretuer. On doit demander le pardon des ancêtres. Les Dozo ont foi à un avenir meilleur de l'Afrique de l'Ouest, ajoute-t-il. Nous devons dire que nous attendons le lendemain meilleur. Dans cette confrérie, nous avons des chrétiens, des musulmans, nous avons des animistes. Je pense que nous osons espérer. Suite au massacre de Ogosagou dans la région de Mopti au centre du Mali, qui a occasionné la mort d'une centaine de personnes, le 23 mars dernier, le gouvernement a décidé de dissoudre la milice Dogon d'Anna Ambasagou, accusée d'avoir mené cette attaque. Pour le secrétaire général de la Fédération nationale des chasseurs du Mali, les Dozo ne sont pas les auteurs de cette tuerie, mais plutôt des bandits. Bourema Koulibaly. Les tueries ne se concernent pas les Dozo, mais ce sont les bandits qui s'habillent en Dozo et viennent attaquer des villages. En attaquant les villages, il y a les villageois aussi qui se défendent. En réalité, ce n'est pas les Dozo. Les Dozo n'attaquent jamais un village parce que les Dozo protègent, construisent, mais les Dozo ne gaspillent pas. Au cours de la rencontre, des recommandations ont été adoptées, entre autres l'interdiction faite à un Dozo de se faire justice, d'ôter la vie d'une personne et obligation de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Antoine Boni, Bobo-Dioulasso, Radio Oméga. Les avocats du Burkina ont organisé une marche ce matin à Ouagadougou pour dénoncer le blocage de l'appareil judiciaire suite aux grèves des agents de la sécurité pénitentiaire et des greffiers. À l'issue de cette marche, ils ont remis des messages du barreau et des anciens bâtonniers du Burkina au ministre de la Justice et à celui des droits humains et de la promotion civique. Écoutez le message du barreau qui demande à l'État de prendre des dispositions pour mettre fin à ces grèves. Maître Paulin Salambéré. Depuis le mois d'octobre 2018, nous avons constaté l'impossibilité de déférer dans les 24 parquets des personnes contre lesquelles des procédures pénales sont envisagées. Le maintien de certaines personnes dans des unités de police judiciaire en dépit de l'expiration manifeste des délais de garde à vue, la non-tenue des audiences de flagrant délit, de celles de citation directe, l'impossibilité d'effectuer les interrogatoires dans les cabinets des juges d'instruction, compte tenu à la fois de l'impossibilité de déférer les personnes soupçonnées et d'extraire les inculpés détenus. C'est pourquoi le barreau du Burkina Faso dénonce et condamne le blocage de l'appareil judiciaire, la violation massive et indiscriminée des droits des usagers de la justice, dénonce l'immobilisme, invite l'État à la recherche urgente de solutions propres à assurer la reprise immédiate de toutes les activités juridictionnelles, invite l'État à mettre fin sans délai et sans désemparer à toute violation des droits humains découlant du blocage de l'institution judiciaire. Le barreau n'hésitera pas à initier des actions au plan interafricain
africains et communautaires, CEDEAO notamment, pour mettre l'État face à sa responsabilité et que les avocats restent mobilisés pour obtenir la résolution de ce blocage par d'autres actions. Le représentant du ministre de la Justice qui a réceptionné le message a promis de bien le transmettre à qui de droit, Issa Fayam, directeur de cabinet du ministre de la Justice. Madame, messieurs les anciens bâtonniers, mesdames et messieurs les avocats, nous ici présents avons été mandatés par monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et madame la ministre des Droits humains et de la promotion civique pour recevoir le mémorandum que vous avez indiqué dans une correspondance, leur remettre à l'issue d'une marche prévue donc pour être organisée. Nous vous rassurons que le mémorandum que vous nous avez remis, ces mémorandums-là seront transmis à leurs destinataires. Des propos recueillis par Moumouni Yaro. Tout autre sujet, le 19 avril, le conseil municipal de Bobo-Dioulasso a donné un avis favorable pour le déclassement de 16 hectares de la forêt classée de Koua pour la construction d'un centre hospitalier universitaire, décision à laquelle le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie s'est opposé samedi au cours d'une conférence de presse. Joint par Radio Omega, le maire de Bobo-Dioulasso, Bourima Sanou, a tenu à clarifier les choses. Selon lui, il ne s'agit pas d'une autorisation. Il affirme que le conseil municipal a juste donné un avis favorable pour le déclassement. Il ne s'agit pas d'une autorisation ou d'une décision quelconque. L'histoire du terrain, ça fait beaucoup de va-et-vient et finalement, ça a été fixé malheureusement à une partie de la forêt de Koua. Là-dessus, le ministère nous a écrit de la santé, bien sûr, pour dire qu'il y a lieu qu'on déclenche effectivement la procédure pour le déclassement. Là-dessus, le conseil municipal n'a pas pouvoir pour déclasser une forêt. Nous avions donné seulement notre avis favorable sous réserve bien sûr de l'appréciation des techniciens. Nous avons été approchés par le ministère de la Santé, nous avons enclenché seulement la procédure. Il ne dépend pas de nous pour la suite. Il y a beaucoup de sites qui ont été montrés et malheureusement c'est ces sites qu'ils ont retenus. On a donné notre avis. Je comprends que les gens vont dire, on devrait dire avis qui est favorable. Mais je dis qu'il y a eu trop de polémiques sur cette affaire, qu'il était mal placé, que le conseil municipal dit tout de suite avis qui est favorable. Je pense que Bobo-Dioulasso, ce ne sont pas des terrains qui manquent. Dans cette affaire, peut-être quelque part, il faut un peu de bonne foi pour qu'on puisse arrêter définitivement un site pour réaliser ce compétence. Direction Gawa dans le sud-ouest où la 21e édition de la Journée nationale du paysan a pris fin samedi après-midi suite aux échanges entre le chef de l'État Roch Kaboré et les acteurs du monde rural. Le compte rendu est signé Moumouni Yaro. Avant tout, une minute de silence a été observée en la mémoire des enseignants abattus dans la commune de Komenyanga dans le Kulpelugo, la région du centre-est ce vendredi 26 avril. Et durant 4h30, les paysans ont exposé leurs préoccupations et recommandations au président du Faso, Roch Kaboré. Elles sont en général d'ordre sécuritaire, de conservation et de transformation des produits locaux. L'institution d'un quota de 50% du volume total des achats institutionnels. Faciliter l'accès à l'aliment du secteur. La première recommandation porte sur le désenclavement des zones de forte production de la région à travers le bitumage des voies. La deuxième recommandation porte sur la poursuite et l'achèvement des travaux de mise en place de 2 unités de transformation. Les travaux ont démarré et ont été suspendus depuis 3 ans. Il s'agit de l'unité de transformation du maïs à Dégoudou et de l'unité de transformation de la tomate à Di. Roch Kaboré a promis que ces préoccupations seront traitées avec diligence. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les recommandations et les préoccupations que vous avez évoquées soient prises en compte et que nous apportions des solutions. Sur ces questions de transformation, de commercialisation et de consommation des produits locaux qui font défaut, le ministre du Commerce interpellé annonce des actions qui donnent le sourire aux paysans. Aruna Kaboré. L'ensemble des filières sont en train d'être structurées pour que nous ayons des maillons transformation, maillons producteurs et maillons commercialisation d'usines SCSL de Mundila. Nous avons obtenu le financement de 4 milliards pour démarrer les travaux en fin d'année. Nous avons discuté pour qu'il y ait 3 autres unités de transformation à Waïdia, à Gourti et à Yako. La prochaine édition de la Journée nationale des paysans se tiendra en 2021.
Un nouveau médecin vient de grossir les rangs du secteur médical burkinabé. Ramata Dianda vient de couronner 8 ans d'études à l'université Joseph Kizerbo avec la soutenance vendredi dernier de sa thèse de doctorat sous le regard admiratif de ses parents, amis et promotionnaires. Elle a choisi comme thème de mémoire profil épidémiologique, clinique bactériologique, thérapeutique et évolutif des méningites bactériennes aiguës chez l'enfant au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017. Le compte rendu est signé Samira Guiré. À travers cette étude, Ramata Dianda a voulu poser la problématique du diagnostic de la méningite bactérienne au Burkina Faso. Après plus d'une année de recherche sur une période rétrospective de 10 ans, la nouvelle impétrante a pu démontrer que la méningite constitue toujours un réel problème de santé publique, surtout en milieu pédiatrique. Nous avons vu que la méningite était vraiment réelle. Elle a constitué 1% des hospitalisations sur les 10 ans. On a vu que les causes, c'était surtout les bactéries. 3 se sont révélées vraiment dangereuses. C'était le pneumocoque, le méningocoque et Haemophilus influenzae. Le pneumocoque reste le plus virulent de ces 3 germes en termes de mortalité, de complications et de séquelles. L'étude a également démontré un taux de décès encore très élevé et pour le professeur Mahamadi Savadro, infectiologue et membre du jury, c'est un travail de qualité. Tout travail dans le domaine des méningites constitue toujours un apport en ce sens qu'il va toujours nous apporter un plus. Nous avons à travers ce travail constaté que la létalité est toujours plus de 12% pour une norme recommandée par l'OMS qui ne devrait pas dépasser 10%. Donc c'est un travail qui vient à point nommé et qui pose la problématique de cette maladie qui est surtout donc grave chez les enfants en milieu pédiatrique. Après environ 20 minutes de présentation et près de 2 heures de débat avec le jury, le travail de Ramata Dianda a été jugé recevable. Elle a reçu la mention très honorable avec félicitations du jury. Pour moi, c'est surtout un soulagement. Ça fait plus d'1 an que je suis sur le travail. J'ai travaillé sur une période de 10 ans. C'était assez long. J'ai travaillé sur tous les germes. Souvent, on choisit un germe et l'étudie. Moi, je travaillais sur tous les germes. Aujourd'hui, je suis soulagée d'avoir fini ça. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir fait cette bénédiction. Ces perspectives, intégrer la fonction publique burkinabé et se mettre au service de la population. Les Béninois ne devraient pas attendre longtemps pour avoir une idée sur les chiffres sortis des urnes à l'occasion des élections législatives du 28 avril, selon le président de la Commission électorale nationale qui intervenait ce matin sur une chaîne nationale. Les premières tendances devraient être disponibles le 30 avril 2019. Pour rappel, les élections législatives du 28 avril se sont déroulées sur fond de tension. Selon les comptes rendus faits par les autorités et certaines organisations de la société civile, il y a eu des violences dans certaines circonscriptions électorales y empêchant la tenue du scrutin. Les manifestants disent protester contre l'exclusion de l'opposition du processus électoral. Il faut également constater que les électeurs ne sont pas sortis comme par le passé pour exprimer leur vote. Omega Sport. Le point de l'actualité sportive avec Bernabé Cabri. On débute cette page avec les résultats et le classement de la 27e journée du championnat national de première division. Abobo Dioulasso, l'USFA s'est imposé 1-0 devant le RCB, but marqué par Aristide Bansé dans les ultimes instants. La S Police, quant à elle, est repartie dans la zone de relégation après sa défaite à Ouagadougou 0-1 face à la SFB. Samedi, le FO s'est donné beaucoup d'espoir dans la course au maintien en venant à bout de la S Sonabel 1-0. L'ASFA a perdu 2-1 face à la S Douane. Le leader Raïmo FC a chuté à domicile 0-1 devant l'USCO et Salitas FC n'a pas su en profiter en faisant match nul 0-0 contre le Majestic. À domicile, la SEC de Koudougou a étrié la GEP 3-0, tandis que le RCK et l'USO se sont quittés sur un score nul de 0-0. Au classement, Raïmo FC reste leader avec 48 points plus 13, Salitas FC deuxième 48 points plus 11 avec un match en moins. L'USFA troisième compte 43 points et la SEC de Koudougou monte au 4e rang avec 42 points. 5e le RCK 41 points, 6e le Majestic 40 points, 7e le RCB 39 points, 8e la S Sonabel 38 points, 9e la Sfayenenga 35 points. Avec 34 points et un match en moins, la SFB se positionne 10e devant la S Douane 11e avec 34 points. L'USCO est 12e 33 points. L'étoile filante de Ouagadougou quitte la zone rouge pour se positionner au 13e rang avec 29 points plus 1. 14e l'USO 29 points moins 12, 15e la S Police 27 points moins 10.
Dernier avec 19 points, la Chèvre est reléguée en deuxième division à 3 journées de la fin. Handball pour terminer, c'est cet après-midi à 15h qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture du tournoi qualificatif de la zone 3 pour les Jeux africains 2019. En match d'ouverture à 16h, les étalons seront opposés au Bénin en homme au Palais des Sports de Ouaga 2000. L'invité du jour. L'invité du jour. Plus de 180 parcelles dans la zone Zaka et plus de 400 parcelles dans le quartier Ouaga 2000 sont sur le point d'être retirées par le ministère de l'Habitat pour non mise en valeur. On se souvient que le ministère avait donné un délai de 3 mois aux propriétaires de ces parcelles. Le ministre Maurice Bodané en parle dans cette interview réalisée par Denis Zongrana. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur Zongrana. Il est annoncé le déguerpissement d'une partie de la population de la zone non lotie de Garguin à Ouagadougou. Vous avez été sur le lieu d'ailleurs pour calmer une manifestation de cette population. Comment la situation est gérée? Concernant le dossier Garguin, c'était un dossier dont les démarches ont commencé depuis 2012. Un promoteur immobilier, à savoir le promoteur BTM Immobilier, a acquis du foncier pour la réalisation d'une cité et donc a entrepris toutes les démarches jusqu'à aboutir à l'obtention d'un titre foncier. Il faut dire que pendant ce temps, l'habitat spontané s'est développé dans cette zone. Donc il fallait dès le départ que des dispositions soient prises pour réduire, mais malheureusement ces dispositions n'ont pas été prises et je le répète, ce n'est pas les attributions du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc nous avons approché la société BTM, nous avons approché les populations et nous nous sommes lancés dans une démarche de médiation pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas mobiliser du foncier dans une commune voisine afin de pouvoir régler. Et nous étions dans ce processus-là quand il y a eu les manifestations. Ce que je voudrais préciser, c'est que quand on prend l'engagement de faire un lotissement, c'est toute une procédure avant maintenant de passer à la procédure d'attribution des parcelles. C'est ce processus-là qui a mis du temps et qui a donné l'impression que nous avons pris des engagements et que nous ne bougeons pas. Voilà, je pense que ceux qui veulent peuvent se rendre à la commune de Conciliat. Les travaux sont en cours là-bas pour résoudre cette question. Mais je dis bien, c'est une contribution, ce n'est pas une obligation pour le ministère, c'est une contribution parce que ça ne fait pas partie de nos attributions, la résolution de telles questions. Voilà, donc des démarches ont été entreprises. Je voudrais rassurer les populations de Garguin, rassurer le promoteur BTM que très bientôt nous allons voir le bout du tunnel pour ce dossier, pour poursuivre ces activités immobilières et les populations aussi qui se sont engagées lors de leur manifestation à libérer le coin dès qu'elles auront les parcelles pourront également rejoindre les parcelles qui leur seront attribuées. Alors à plusieurs reprises, vous avez laissé entrevoit une lueur d'espoir pour la levée totale de la mesure de suspension des lotissements. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Mais lors de la mise en place de la commission interministérielle, la première phase, la conclusion des premières commissions ad hoc, c'est que 85% des problèmes enregistrés ou relevés étaient dans les communes à statut particulier de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Donc le gouvernement, en toute responsabilité, a levé la mesure de suspension des opérations de lotissement et de restructuration dans toutes les autres communes, à l'exception des communes à statut particulier de Ouagadougou et Bobo, où il a été décidé de la mise en place de commissions ad hoc de terrain pour que les acteurs, parcelle par parcelle, îlot par îlot, aillent vérifier et trancher, apurer tous les litiges irréférents. Donc ce n'est qu'à l'issue des travaux de ces commissions ad hoc dans les arrondissements de Ouagadougou et les arrondissements de Bobo-Dioulasso que la mesure sera levée pour ce qui concerne ces deux villes. Bon, il faut ajouter qu'avec la situation que nous avons connue, notamment les mouvements d'humeur au niveau du ministère des Finances, certains aspects pratiques du fonctionnement des commissions n'ont pas été respectés et donc il a envisagé des petits retards en fonction des arrondissements. On s'était fixé 6 mois, certains arrondissements seront prêts au bout de 6 mois, d'autres nécessiteront 1-2 mois de plus, mais nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour que vraiment les commissions d'arrondissement puissent effectivement exercer leur mission sur le terrain et aboutir donc à l'appurement des différents cas qui empêchent aujourd'hui
la levée de la suspension. Mais est-ce que la commune de Ouagadougou a encore suffisamment d'espace pour répondre à la demande en matière de parcelles? Le constat qu'on peut faire pour la commune de Ouagadougou, c'est que le quart des parcelles de la commune de la ville ne sont pas mises en valeur. Donc, il y a des mesures fortes que les autorités municipales, en relation avec les services étatiques, devront prendre pour que les parcelles non mises en valeur depuis un certain nombre d'années, 20, 30, 40 ans, pour qu'on puisse les retirer et les réattribuer, et aussi travailler à densifier le tissu urbain. Aujourd'hui, au Burkina, les constructions en hauteur à usage d'habitation ne sont pas légion. Donc nous voulons, dans le cadre du programme national de construction de logements, mettre en place un certain nombre de logements, communément appelés HLM, de manière à ce que le tissu urbain central soit densifié et que les coûts de location, vente, etc. reviennent à moindre, parce que sur le même petit espace, vous trouverez 4, 5, 6, 10, 12 propriétaires qui vont se partager donc les charges. Il va falloir aussi travailler au niveau des mentalités, de manière à ce que le texte déjà sur la copropriété existe, mais il y a un travail à faire au niveau des mentalités pour que les gens apprennent à vivre en hauteur. Les autres pays l'ont expérimenté, pourquoi pas nous? Donc l'une des préoccupation principale, c'est d'éviter l'étalement exagéré de nos centres urbains. Maintenant, des situations peuvent nous amener à faire de nouveaux aménagements, mais il faut que tout cela soit encadré. Voilà. Maintenant, dans certaines situations, vous avez les situations aujourd'hui des zones non loties, on sera amené à faire ce qu'on appelle la restructuration, c'est-à-dire que le lotissement dans une zone déjà habitée sera amené à faire la restructuration et voir comment ceux qui y habitent déjà peuvent être attributaires de parcelles. Donc ce processus a commencé aussi. Nous avons terminé avec les campagnes d'information, de sensibilisation et d'appropriation. Et tout cela, l'un dans l'autre, va nous permettre de résoudre les problèmes qui se posent dans nos centres urbains principaux. Vous parlez de retrait de parcelles non mises en valeur. Sur le sujet, on se rappelle que vous aviez donné un délai de 3 mois aux propriétaires de parcelles dans la zone Zaka pour les mettre en valeur, sinon les parcelles allaient être retirées. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Effectivement, nous avons fait le point. Nous sommes à plus de 180 parcelles non mises en valeur à Zaka, plus de 400 parcelles non mises en valeur à Ouaga 2000. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un état de droit et toutes ces démarches-là doivent obéir aux textes législatifs et réglementaires qui gèrent ces questions. Est-ce à dire que vous avez entrepris les démarches pour les retraits? Oui, nous avons entrepris les démarches pour retirer ces parcelles. Ce n'est pas comme sous la Révolution où d'un coup de baguette ou d'un kiti ou d'une zatou, on peut retirer des parcelles. Il y a une démarche juridique pour que les propriétaires, les attributaires ne soient pas lésés dans leurs droits. C'est pour cela qu'on a l'impression que ça traîne. Non, ça ne traîne pas. Déjà, nous avons fini le recensement, nous avons identifié les uns et les autres et nous sommes en plein processus pour y aboutir. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Zungrana. Et c'est avec cette interview du ministre Maurice Bonanné que nous refermons cette édition mise en onde par Adama Konaté. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Radio Omega, l'info en direct.